Je te dis ça par rapport à ce que tu m'as dit, est-ce que je dois parler de sujets clivants, et cetera? Est-ce que c'est ça que tu as envie d'envoyer comme image? Et de te demander, OK, pourquoi j'ai envie d'être connu? Et il voulait surtout pas être sur LinkedIn parce qu'il dit c'est là où les emmerdes vont commencer finalement. Est-ce que par défaut, une boîte qui tourne déjà bien comme ça, avec une bonne brand hors réseau, dire c'est OK, on n'y va pas? Moi, je défendrais déjà toujours l'idée que la première chose à travailler quand tu te retrouves dans cette crise-là, c'est la com. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode du podcast Décroche ton téléphone, le podcast des entrepreneurs en croissance. Je suis en présence de Romain Cessillon, donc dirigeant de HW Marketing, un organisme de formation, et puis moi-même Alexis Gollard, cofondateur de l'agence Convertix spécialisée en publicité en ligne. Et on reçoit du coup un invité aujourd'hui qui est Thomas Rebourg, donc fondateur de l'agence SIM, une agence spécialisée en branding. Et l'idée aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur son parcours et de également en savoir un petit peu plus sur ses ambitions, sur comment il en est venu à développer son agence. Écoute Thomas, je te laisse te présenter et nous parler un petit peu de toi aujourd'hui. Déjà bonjour, merci à tous les 2 pour l'invitation. Pour me présenter donc Thomas Rebourg comme tu l'as dit, 26 ans. J'ai monté l'agence Signe il y a aujourd'hui 5 ans, et moi je suis issu de la communication depuis le début. Moi donc je viens de Haute-Savoie, comme on disait tout à l'heure, d'une famille, où il y avait pas du tout d'entrepreneurs. Ma mère, était, assistante sociale, c'est ce que j'ai vu dans un podcast justement ce matin, où le mec il disait la même chose, il disait: «Je suis pas issu de ce milieu-là». Mon père pareil, pas du tout entrepreneur, vraiment, profil salarié, le travail, c'est un travail salarié. L'entrepreneuriat était peu envisagé. Hem, Mes parents sont séparés et donc mon beau-père est arrivé dans la famille et lui, par contre, était entrepreneur. Il m'a fait découvrir ce qu'était l'entrepreneuriat à ce moment-là. C'était une période assez courte, j'étais déjà assez âgé, mais j'ai tout de suite compris que c'était beaucoup plus aligné à ma personnalité et donc moi, j'ai construit mon parcours un petit peu autour de ça. J'ai regardé où j'avais des affinités et en fait, dès le lycée, je suis parti sur un profil, marketing, donc c'est le gros mot du STMG, mais parce que c'est ce que je voulais faire. Heu, pour les rageux, j'étais pris en général. Mais c'est ce que je voulais faire et c'était une super filière. Alors, les clichés sont vrais, hein, voilà, mais c'est une super filière. J'ai découvert le marketing, je suis parti en communication juste après, communication marketing, infocom, fac, mais c'était pas pour moi, DUT, école privée, Sub de Pub exactement. Et en fait, pendant mes études à Sub de Pub, j'ai monté, l'agence parce que je bouillonnais. Je voulais monter cette entreprise-là et en plus cette entreprise dans le secteur avec lequel j'avais le plus d'affinité, qui me plaisait, qui me passionnait, c'était la communication. Donc une agence de communication et la première des réflexions, ça a été, OK, communication, mais est-ce que je fais du 360? 2 choses, une offre un peu floue, ça c'est une réalité du marché. Deuxième chose, j'ai commencé seul. La prétention de faire du 360, c'était compliqué. Donc je me suis concentré sur ce que je connaissais, c'était vraiment la stratégie de marque et donc en fait le branding, qui est un terme élargi, hein. Le branding, c'est pas, juste le logo, c'est vraiment la brand, la marque, sur le long terme, dans sa globalité et c'est ça qu'on vient travailler. Donc on a commencé comme ça, on a développé petit à petit des pôles d'activation qui étaient une suite logique à notre service. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé la marque, qu'elle existe, il faut la faire vivre. Le premier outil, c'est le site web qui va centraliser toute cette image-là et puis aussi après, niveau marketing, le trafic et cetera. Et le deuxième, c'était les réseaux sociaux qui permettaient sur le long terme de créer cette image de marque. Et donc autour de ça gravite également, du contenu et donc je vous disais, on n'est pas parti sur 360, mais en fait, on a élargi notre offre petit à petit, mais toujours sur de la maîtrise. C'est-à-dire que quand on va partir sur un domaine qu'on ne maîtrise pas en interne, c'est très clair qu'on ne va pas s'inventer un métier. Voilà, on externalise et c'est toujours très clair d'ailleurs avec nos clients. Je pense notamment à l'influence ou à la relation presse, qui sont des domaines bien spécifiques. On n'a pas la prétention de pouvoir le faire, nous-mêmes. Par contre, on s'entoure. C'est un peu aussi le propre d'une agence, quelque part. C'est pas forcément internalisé, quoi.
Eh bah, écoute, merci, beaucoup pour cette introduction et j'ai une petite question concernant le départ et maintenant, au niveau de ta clientèle. Est-ce que tu as commencé tout de suite avec, des gros clients qui avaient finalement des gros budgets et si oui, comment tu es allé les chercher? Et aujourd'hui, j'ai discuté avec pas mal d'agences de com, d'agences de branding qui sont sur des appels d'offres et qui m'ont dit que très rapidement, si on veut se démarquer, comme c'est un milieu qui est ultra concurrentiel, on est obligé de se positionner sur des gros, gros projets et notamment si on veut, continuer à croître. Comment tu te positionnes entre le tout départ de ton côté, comment tu es allé chercher finalement tes premiers clients et quelle était la typologie? Et quelle est ta typologie actuelle et ton ambition par la suite? Ouais, effectivement, au début, quand tu te lances, moi j'ai commencé je viens de Haute-Savoie comme je le disais, donc je suis pas de Lyon. Là on est basé à Lyon, alors on n'a pas des clients qu'à Lyon, mais je suis parti sans réseau. Donc ça, il faut le construire. Donc forcément, bah, voilà, tu commences avec, le cercle proche, non pas de la famille, mais le cercle proche et premières connaissances qui vont et ça, c'est la réalité pour beaucoup, de personnes qui se lancent, la recommandation, chaque client t'apporte un client et tu grandis comme ça. Puis à un moment, ça s'est arrêté et tu as raison, on va chercher des plus grosses boîtes et nous, c'est notre objectif dans la poursuite, de l'agence et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les résultats, sont là aujourd'hui. C'est toujours, des marques, de plus en plus connues, de plus en plus importantes, des projets de plus en plus importantes avec une portée plus importante. Pour les trouver, les appels d'offres dans le privé, hein, elles sont pas forcément publiées. C'est pas comme les marchés publics où on a une plateforme. Donc certaines vont être publiées sur des annuaires, type, Sortlist. On va avoir des choses, mais toutes les boîtes ne passent pas par Sortlist. Donc il y a différentes plateformes et cetera, mais on les trouve pas forcément. Généralement, un appel d'offres, c'est, nous en tout cas, même avec des grosses marques, c'est elles-mêmes qui sont venues nous voir en disant: «On ouvre une compète, d'accord? Vous êtes dans les agences qu'on a envie un petit peu de challenger. Est-ce que ça vous dit?» Et on y va pas. Et donc eux, ils nous parlent de plus en plus. Donc il faut se construire effectivement une notoriété. Évidemment, et tu le disais, un gros client va t'apporter une belle visibilité, donc t'apporter d'autres gros clients. Parce que justement, tu as prouvé que tu as les reins assez solides, les épaules assez larges pour s'occuper de projets de cette envergure-là. Mais ça, quand tu pars de rien, bah, voilà, faut le construire petit à petit. Donc nous, on a solidifié vraiment, bah, une présence parce que c'est beaucoup en fait, c'est de l'inbound tout ça. Donc on a consolidé un petit peu tout ça pour qu'on puisse être visible et puis évidemment, bah, on communique sur nos projets, j'aimerais bien mieux communiquer, mais ça va venir. Mais en tout cas, voilà, on développe pour aller chercher cette notoriété-là auprès des plus grosses marques. Et pour poursuivre en ce sens, au niveau des appels d'offres, est-ce que enfin, que ce soit privé ou public, est-ce que ça selon toi, c'est une bonne manière de croître? Je sais que nous, on s'était mis à l'époque d'HTW dessus, vous en avez refait un petit peu avec Convertix, il me semble. William, il en avait fait quelques-uns. Ça lui donnait quoi, On n'en a pas fait assez pour que ça soit concluant, je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment faire en quantité et on en avait fait quelques-uns, mais on a eu des retours, donc ça permet de voir le positionnement, et de voir aussi ce que tu peux améliorer dans ta notation et typiquement là où on n'avait pas été assez cher, je me souviens à l'époque d'HTW, là au contraire on a été trop cher et on a perdu des points sur le pricing. Donc après je pense qu'à force d'en faire, tu arrives à ajuster un petit peu ta note et bah, c'est là où tu finis par en gagner un, enfin j'espère en tout cas. Mais non, on n'a pas du tout eu de succès au niveau des appels d'offres publics. et moi, à titre perso, j'en ai refait quelques-uns en début 2024 et je me suis dit: «Allez, je me repositionne dessus». Mais c'est énormément de temps à l'heure actuelle pour, 0 retour, en tout cas pour moi et pour vous jusqu'à maintenant. Est-ce que selon toi, ça semble être intéressant de continuer et à y aller sur ces appels d'offres? Ou est-ce qu'on arrête, il faut mieux se positionner sur autre chose? Comment tu vois la chose? Hem, Déjà, j'ai une première question par rapport à ça. Quand vous parlez des appels d'offres, vous parlez de quel type d'appels d'offres et vous les trouvez où ces appels d'offres? Alors, moi, c'était plutôt sur du public, effectivement, sur, je crois il y a Marché Public et cetera. Il y avait un site où on pouvait les voir et parfois on est même contacté par du public en disant: «On lance un appel d'offres, voici les lots, positionnez-vous dessus» et cetera et moi, c'est principalement ça. J'ai jamais fait d'appel d'offres privé plus que ça dans mon activité. Je sais pas vous, c'est public ou privé? Que du public aussi, c'est le bulletin de marché public? Oui, BNP je crois ou ouais, ouais et puis tu as marchépublic.fr. ouais, enfin, il y a plusieurs, annuaires, de marché public. Nous, on a fait que du public aussi, ouais. Ouais. Ça, pour moi, c'est un secteur très spécifique.
pour différentes raisons, des expériences. Alors, nous, on n'est jamais allé sur un appel d'offres public, parce qu'au fil des rencontres, et des expériences, tout m'y a dissuadé, pour différents points. Effectivement, tu l'as dit, la préparation d'appels d'offres pour du public n'a rien à voir à ce qu'on fait quand on a une boîte privée qui vient nous voir et qui nous demande, de rejoindre une compète. On parle de compète, mais c'est de l'appel d'offres, c'est pareil. Ouais. Donc effectivement, c'est très long, très chronophage, pour un retour effectivement, il y a du risque. Dans des grosses agences, qui font du branding aussi, tu as des équipes, je parle des grosses, hein, tu as des équipes dédiées aux appels d'offres. C'est un boulot. J'ai rencontré des mecs qui leur activité, c'est d'aider les boîtes et les agences à concevoir un appel d'offres. Tellement c'est compliqué, quoi. Tellement c'est complexe et puis, en fonction, encore une fois, après du marché et cetera. Donc, je le vois comme quelque chose effectivement de très chronophage et puis j'ai rencontré justement c'était des conseillers, des consultants, qui accompagnaient justement des boîtes dans les appels d'offres. Eux m'ont dit: «Il y a une réalité où», pas sur tous les appels d'offres, mais où, souvent les dés sont pipés. Donc tu vas passer un temps de fou furieux pour te dire: «Allez, je vais aller me chercher je vais me chercher», je te dis n'importe quoi, mais la mairie du 8e arrondissement de Lyon, paf, tac. J'accuse pas la mairie du 8e arrondissement de rien du tout, c'est un exemple. Et je vais aller chercher ça. Tu passes des heures et des heures à créer, ta presse, ta reco et cetera. Mais en fait, lui, au moment où il a publié, c'est une obligation de publier. Il sait déjà avec qui il va bosser. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc ça m'a toujours dissuadé de le faire. Demain, si on va sur du public, bah, pourquoi pas? On a été approché, hein, quand même, hein, par, des mairies, des communes, des choses comme ça. Ça a jamais trop abouti. Souvent, on n'a pas eu de réponse. On a envoyé la reco, on a tout préparé, on n'a pas eu de réponse. Et par rapport à ça, un retour qu'on avait eu aussi, par rapport aux appels d'offres d'une boîte qui par contre les gagnait, c'est, apparemment c'est vraiment un process d'une dizaine d'années où il faut rencontrer la bonne personne et c'est toi-même qui souffles un peu à l'oreille ce qu'il faut qu'il soit dans le cahier des charges. Enfin, en tout cas, c'est du réseau au final et le cahier des charges correspond parfaitement à ce que ta boîte est capable. Limite, tu le perds une première fois et lors du second cycle, 5 ans plus tard, c'est toi qui le gagneras parce qu'il y a eu ce process-là. Et est-ce que ça, selon toi, ça peut être une réalité, finalement? Pour en avoir discuté, c'est ce dont on a parlé. Quand je disais que les dés sont pipés, c'est pas une fatalité, tout le monde est corrompu et cetera. C'est effectivement plus ça, c'est vraiment du très long terme. C'est de la relation avec les élus concernés, mais donc il faut cibler, ne serait-ce qu'une commune ou en tout cas un territoire, parce qu'il s'agit beaucoup de ça. Mais effectivement, voilà, c'est pipé parce qu'il y a quelqu'un qui a fait le travail depuis des années pour être là au moment où ça sort. Heu, Encore une fois, on parle pas à chaque fois, mais on parle des gros appels d'offres où tu vas gérer, par exemple, pour nous, dans notre cas, la communication de la métropole sur 5-7 ans ou tout le mandat, par exemple, du maire, et cetera. Et ben ça, heu, effectivement, bah, voilà, tu peux entretenir la relation, quoi. Est-ce que ça vaut le coup? Certainement, parce que ça reste des budgets assez intéressants. Heu, Nous, on n'a pas le temps. Comme je dis, on reste une équipe réduite, une petite agence encore, qui se développe, mais on n'a pas le temps de consacrer autant de temps, sur ça pour un retour sur investissement dans 10 ans. On préfère capitaliser sur le privé qui va, si on regarde juste le retour sur investissement, a plus d'intérêt, quoi. Tu disais que du coup, certains annonceurs d'appels d'offres, tu trouvé du coup sur internet et transition parfaite peut-être pour parler, je sais que tu as pas mal développé ton référencement naturel, ton SEO. Aujourd'hui, c'est ton vecteur principal d'acquisition. Alors je parle vraiment de ce qui vient vers toi, pas le côté recommandation, tout ça, vu qu'on en a déjà parlé. C'est quoi un peu tes canaux d'acquisition pour aller chercher des prospects aujourd'hui, en plus du SEO ou peut-être que tu as que le SEO, hein? Alors, le plus important et le plus puissant, c'est le SEO. Dans la communication, et c'est là la différence aussi peut-être avec, Convertix notamment, heu, ou même la formation avec toi, c'est, vous pouvez quand même arriver un peu à n'importe quel moment dans la vie d'une entreprise et dire: «On va accélérer». Nous, on n'accélère pas, c'est pas notre promesse. Alors, est-ce qu'il y a accélération derrière notre travail? Oui.
Ça reste in fine l'objectif. Mais ça peut pas être notre promesse. Nous, on a un travail de longue haleine sur ce qu'est le pilier d'une entreprise, c'est la marque. C'est ce à quoi les gens vont s'attacher. On dit, nous, que ce n'est pas le produit qui fait la différence, c'est la marque. Et faire la différence, ça veut dire, eh bien, face à un concurrent, qu'est-ce qu'il va faire? Qui va trancher entre telle ou telle boîte, tel ou tel produit quand il est dans un magasin, dans un rayon, qu'est-ce qui va lui donner envie? Comment est-ce qu'il a envie de se projeter? Ça, ça va évidemment consolider le processus commercial. Mais, hem, on peut pas du cold calling, voilà, on peut pas faire du cold calling, du cold mailing. Parce que ça voudrait dire qu'on arrive à un moment, au moment parfait où la boîte a besoin de retravailler sa marque ou même son site, hein, parce qu'on fait du one shot sur du site, hein, ou son site, ce qui est un projet d'envergure. Donc elle a ce besoin, le projet est validé, le budget est défini, d'accord? Et on cherche une agence parce qu'on veut l'externaliser. Ça fait trop de facteurs qui font qu'on va y passer trop de temps. Je dis pas que l'on ne le fera jamais. Peut-être que dans notre développement, je vais y songer. J'y ai déjà songé. Mais tous ces éléments-là font que, il vaut mieux faire, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'inbound et dire: «Vous avez un projet», il faut qu'au moment où ils ont un projet, ils ont tous ces éléments-là validés. Alors, ils ne sont pas toujours validés, hein, tous. Toutes les cases ne sont pas toujours cochées, notamment le budget. Mais au moment où ils en sont là, ils vont chercher une agence et il faut qu'ils nous voient. Voilà, Requête sur ça, voilà. Requête sur Google. On a parlé, heu, de l'IA, des LLM, donc il faut qu'on soit présent, à ce moment-là, sur ChatGPT et cetera parce que les recherches augmentent. Sur les annuaires type Sortlist. Alors, c'est très compliqué Sortlist, voilà, ça reste un business. Donc si tu mets pas un budget visibilité, tu ressors beaucoup moins, mais voilà, quand même être présent là-dessus. Les réseaux sociaux, même si, on est sur une audience très réduite, nous, hein, on travaille pas suffisamment notre communication. Pensons du cordonnier, monsieur mal chaussé. C'est un petit peu vrai, on essaie de se dégager plus de temps sur, notre communication, mais c'est compliqué. Et voilà, l'idée c'est à l'éveil du besoin, on est visible, ils ont entendu parler de nous. Après, il y a peut-être aussi alors c'est vrai que je me reconnais pas mal dans ce que tu dis, sur le côté, outbound ou, la cold mailing notamment. Faut arriver pile au bon moment. Alors c'est vrai que nous, on a démarché énormément de respo marketing. Très peu taux de réponse dessus, mais par contre, le peu de réponses qu'on a eu, c'est parce que justement on arrivait au bon moment et pile à ce moment-là, le besoin était là, donc c'est un peu coup de chance. C'est pour ça que nous, on toujours des listes de respo marketing qu'on prospecte régulièrement. On envoie 2 500 mails par jour avec notre infra, donc voilà, on retravaille toujours un peu les mêmes listes et on se dit un jour peut-être on réarrivera au bon moment sur d'autres prospects. Mais après, c'est peut-être plus sur, nous je sais que ce qui marche très bien sur le cold mailing, c'est plus le contact de d'autres agences qui peuvent être apporteurs d'affaires, pardon, sur notre business et c'est vrai que je me dis: «C'est peut-être quelque chose aussi qui peut être intéressant pour toi» et est-ce qu'aujourd'hui tu as développé un réseau d'apporteurs d'affaires avec d'autres agences qui sont un peu 360 ou même des agences ads, où typiquement nous demain on a un prospect qui a un besoin de branding, bah, clairement je pense à toi, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé, que tu comptes développer, à ce niveau-là? Alors c'est super intéressant que tu poses la question parce que justement, effectivement, c'est une problématique que j'ai eue et à laquelle j'ai répondu il y a aujourd'hui 1 an et demi, 2 ans, mais qui est pas partie de ça. En fait, à la base, je faisais aussi beaucoup de réseaux, pour être justement présent et comme tu le disais, avoir cette recommandation et être dans la tête de quelques personnes. Et au début, je ciblais, des réseaux type CPME pour aller toucher des entrepreneurs, un peu le tout venant dans l'entrepreneuriat. Le problème, c'est que le besoin n'était pas, encore, éveillé, chez certaines boîtes. Alors certains, mais voilà, c'est beaucoup de volume, c'est assez compliqué. Et puis je ne retrouvais pas l'autre aspect de ces clubs réseaux, c'est grandir d'un point de vue entrepreneurial. C'est-à-dire, j'ai des problématiques, j'échange et je trouve des solutions. Ça, dans les réseaux classiques tradis, le problème, c'est que c'est pas des gens qui font de la communication, donc ils n'ont pas mes 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 problématiques, mes soucis, mes challenges. Donc il fallait que je crée ça et donc je suis parti de ça en me disant: «OK, il me faut un réseau d'agences». Donc j'ai créé un réseau d'agences. Je suis allé contacter, différentes agences complémentaires à mes services. Donc on allait chercher du studio photo vidéo, de l'influence, de la relation presse et du SEO.
On avait même à un moment de la prod vidéo, c'est-à-dire que pas vidéaste, vraiment prod vidéo. Et puis, finalement, bon, elles sont parties, elles sont super bien développées et elles ont changé un petit peu de bord et le collectif leur plaisait plus. Mais donc j'ai créé un collectif d'agences qui s'appelle The Bill Please. On l'a brandé et tout ça, plus pour s'amuser, au début, mais on l'a brandé, ça s'appelle The Bill Please et on se réunit une fois par mois pour échanger sur une problématique d'agence et justement, un petit peu, s'élever chacun à notre niveau. Ce collectif-là, d'agences, il a in fine, au bout d'1 an, hein, c'est pas fait tout de suite, mais il nous a permis d'aller ensemble sur des gros appels d'offres. Aujourd'hui, on a déjà signé 3 clients ensemble sur des projets concrets et on est sur 3 autres propals. On est sur 3 autres recos, là, en ce moment même, où on tourne le podcast. Et donc ça, effectivement, voilà, c'est la reco de dire: «OK, toi, tu fais de la relation presse, tu as besoin, à un moment, dans toute la stratégie que tu vas mettre en place, d'un site web pour aller capter les leads, pour faire atterrir les gens ou retravailler le branding pour développer, avoir un sujet sur tes communiqués de presse et cetera». Et là, effectivement, elle passe par moi. Et inversement, je vous le disais tout à l'heure, sur l'ARP, on n'y va pas, non, parce qu'on passe par cette agence-là. Et donc du gagnant comme ça, et ça, c'est quelque chose qu'on veut développer, qui paye aujourd'hui. La prochaine étape, voilà, c'est qu'on arrive à bien se structurer, à tous aller sur des plus gros projets, donc on grandit ensemble, et puis élargir. Ça, c'est encore en réflexion, quoi. Mais effectivement, les autres agences sont hyper importantes. Et je sais que votre stratégie est à fond là-dessus. Je la regarde un petit peu du coin de l'œil quand même. Du coup, comme je comprends, il y a le SEO de ton côté et tu m'as dit que tu avais pas spécialement travaillé ton branding. Enfin, tu nous as dit, que toi-même, tu le fais, mais c'est pas là où tu as le plus travaillé sur dans ce sens. Sur LinkedIn, de mon côté, j'ai vraiment travaillé mon branding. J'ai à peu près, 15-16 000 abonnés aujourd'hui. On peut toujours aller chercher mieux et justement, je trouve que j'atteins quand même un plafond de verre de mon côté sur ces, depuis que j'ai atteint les 14 000, 15 000, maintenant ça augmente petit à petit. Et au niveau du branding, j'ai l'impression notamment sur, LinkedIn, sur YouTube et cetera, si on veut passer un cap, il faut très rapidement aller sur des sujets clivants et cetera. Là, on le voit, hein, certains créateurs de contenu, tu parles de l'attaque Zuckman, tu parles de Sarkozy en prison, tu parles et cetera. Naturellement, ça fonctionne et ça fait des hauts niveaux de visibilité. Est-ce que selon toi, au niveau du branding, on est obligé, au bout d'un moment, de partir sur des sujets comme ça? Est-ce que c'est ça qui peut me permettre de passer un cap et d'aller chercher les 60 000 abonnés? Ou je peux garder ma DA actuelle? Je veux ton avis sur le sujet, quoi. Alors déjà, news live, Sarkozy est sorti de prison. Ouais, à l'heure du tournage, il est sorti. Peut-être sera re-rentré quand vous l'écouterez, on ne sait pas. C'est Sarko, non, je rigole. Il y a déjà un point, pour répondre à ta question, c'est que, il faut bien différencier, branding et communication. C'est assez compliqué, hein. C'est comme si, on voulait aussi, chercher à différencier communication et marketing. C'est des vases communicants, toujours. Là, tu me parles de 2 choses et qui sont assez intéressantes. La première, c'est effectivement ton branding. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent, te voir, t'écouter, te suivre? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Comment est-ce que tu es perçu? Ça, c'est une question à te poser. Là, on parlera branding. Ce dont tu m'as parlé, c'est davantage la communication. C'est de dire: «OK, je veux augmenter mon audience, et comment est-ce que je fais et quel type de sujet est-ce que je vais aborder ou format ou quel type de stratégie, en tout cas, je vais mettre en place pour augmenter mon audience». Déjà, tu as une belle audience, c'est-à-dire qu'avant même, se rencontrer sur le podcast, là ou même un petit peu avant, j'avais vu passer tes posts et cetera parce que tu es dans l'écosystème notamment lyonnais, donc je te vois, tu es présent et cetera. Hem, Ce plafond de verre, il est bon signe. Il veut dire que ta stratégie a fonctionné, voilà, mais que maintenant elle doit changer, elle doit évoluer, parce que tu veux élargir ton public et avec ça vont arriver des questions, aussi derrière d'images, heu et donc là on raccroche le branding, tu vois? C'est la question à se poser à ce niveau-là. En fait, on parlait de communication, mais la question du branding, elle intervient à ce moment-là, tu vois? Elle est un peu ponctuelle. Tu la travailles tout le long, mais des grosses réflexions sur le branding sont plus ponctuelles dans la vie d'une marque et d'une entreprise. Parce que et je te dis ça par rapport à ce que tu m'as dit: «Est-ce que je dois parler de sujets clivants?» et cetera. Est-ce que c'est ça que tu as envie d'envoyer comme image? Oui, ça fait de l'audience, ça, on ne peut pas le contester. Heu,
mais qu'est-ce que ça dit de toi sur derrière la pérennité de ton entreprise, de ta formation, tu vois? Heu, Moi, j'ai un regard très critique sur, les modèles de communication tout faits, les templates. On le voit beaucoup sur LinkedIn, hein, des trucs, déjà tout préparés. Tu sais que le hook n'a rien à voir avec le développement, c'est des phrases qu'on a déjà vues, déjà entendues, pré-mâchées, et parce que ça fait de l'audience. Ça marche, attention. Tu peux faire de l'audience avec ça, tu rentres dans le moule. Mais qu'est-ce que ça va renvoyer derrière? Ça, je pense que ça renvoie pas forcément ou pas uniquement des choses positives. Là où tu peux être game changer et on le voit, hein, sur des gros comptes qui se mettent à exploser, c'est que tu vas développer un concept propre à toi, unique. Donc ça demande un travail sur le branding. Le branding, c'est très personnel, une marque ou toi, en l'occurrence, une personne, et de te demander: «OK, pourquoi j'ai envie d'être connu?» Voilà, il y a être connu et pourquoi tu es connu? Parce que pour être connu, il y a 1000 façons, hein, tout va en OnlyFans si tu as envie, hein, et puis voilà, Mais c'est et sûr. on est bien d'accord. Donc pourquoi est-ce que tu es connu? Et donc là, bah, voilà, tu vas cheminer un petit peu là-dessus et tu es là-dedans. C'est un travail un petit peu long terme, hein. On le pose pas comme ça, tu vois? Et je précise juste parce que tu vois, tu le disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup travaillé notre branding et donc je reviens à ce que je disais, on n'a pas beaucoup travaillé notre communication. Par contre, notre branding, la manière dont on est perçu, elle est hyper importante et donc je raccroche mon exemple sur LinkedIn. En perso, par exemple, moi je fais pas du tout de posts, heu, hem, pas bullshit, mais qui suit un moule. Je le fais à ma manière parce que je me dis si les gens tombent sur mon profil, voient un de mes posts, je sais quelle image j'ai envie de renvoyer. Et donc c'est quelque chose où j'ai un parler vrai, un parler franc qui rejoint la baseline de l'agence qui est: «Allez vous faire voir», il y a un côté irrévérencieux. Donc je veux renvoyer cette image-là et je veux travailler un côté plus intellectuel de mon métier. Parce que j'ai envie de renvoyer cette image-là de l'agence avec une conscience, un esprit critique, et une intellectualisation de notre métier, nécessaire quand tu travailles de la marque, en fait, et de la stratégie. Donc voilà, je travaille plutôt ça et je me concentre plus sur qu'est-ce que je renvoie, plus que quelle est la taille de mon audience. À tort ou à raison, ça se débat. Mais hyper intéressant la différence entre branding et communication et on peut le voir avec toi que tu as intégré, récemment le classement Favicon sur, la partie, paid et cetera. Donc, classement Favicon pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu le classement des influenceurs, sur LinkedIn et réseaux. Je sais pas ce que ça vaut, hein. On sait pas ce que ça vaut. Mais toujours est-il que je pense que ça, c'est une bonne, data par rapport à ton branding. Tu as réussi à te brander comme expert de cette situation-là. Parce qu'au niveau de ta com, tu as pas la plus grosse audience de LinkedIn aujourd'hui et on en discutait même hier, il y a des gens qui ont des plus grosses audiences que toi, mais qui ne sont pas spécialement dans ce classement-là et je pense que ça, c'est un bon élément de preuve et je trouve ça hyper intéressant le comparatif que tu as fait entre la brand et la com. On peut avoir une très bonne brand aujourd'hui et avoir une com qui a du mal à gaper et finalement inversement et là où je veux en venir et après je te laisserai la parole sur ça, est-ce que selon toi, c'est mieux d'avoir une bonne brand ou une bonne com? Encore une fois, tu vas peut-être me dire, ça dépend de l'objectif. Les 2. Alors, ce sera toujours les 2 avec un très bon marketing d'acquisition et voilà, ça c'est le graal. Maintenant, hem, je vais donner juste un exemple pour trancher. Comme ça, on tranche un petit peu, mais qui est assez proche de mon avis final, puisqu'évidemment, c'est un mix, l'idéal. Hem, Moi, je trancherais sur la brand. Première raison, c'est mon métier. Non, la vraie raison, c'est que ta brand, comme j'ai dit, elle fait la différence. Elle crée l'attachement. Cet attachement-là, cet attachement-là, pardon, il crée la communauté, d'accord? Il y a audience et communauté. Une audience, c'est, voilà, tous ces gens-là me voient. Une communauté, c'est tous ces gens-là adhèrent à mon message. Et donc moi, je travaillerais plutôt une brand, d'avoir une communauté de 100 personnes fidèles, loyaux, investis, qui vont bo bosser avec toi, qui vont relayer, liker, interagir, te recommander. Quand on leur proche dit: «Ah mais attends, si tu dois aller voir une agence de brand, c'est celle-là». Parce qu'il adore ce que tu fais. Et qui, lorsque toi, bah, tu vas avoir les aléas de l'entrepreneuriat,
et je vais prendre un truc tout bête sur les réseaux sociaux, hein, mais tu vas manquer de temps à un moment parce que ça va être un énorme rush, tu es sur 10 appels d'offres publics, d'accord? Tu plus le temps de poster aussi régulièrement. L'algorithme, bah, va te mettre en retrait un petit peu, d'accord? Là, à ce moment-là, ton audience baisse, et si quelqu'un prend le relais à ce moment-là en faisant une communication générique au même moment, heu heu, ton audience, elle est volatile, elle va aller vers lui. Mais ta communauté, attachée à ta brand et attachée à toi, en l'occurrence dans le cas où toi c'est plus on va parler de personal branding, à ce moment-là, elle va rester, et quand tu vas republier, elle sera toujours là, d'accord? Et donc c'est ça un petit peu, que je défends dans mon métier, mais c'est quelque chose qui est immatériel, qui est intangible et qui se prouve sur le long terme. Voilà. Mais voilà, je te dirais la brand. Très clair. Et donc hyper intéressant en ce sens. Donc je retiens le côté de la brand et ça me fait penser justement, je discutais avec une entreprise, un gros industriel, dernièrement et typiquement ils font peut-être 10 millions, 15 millions de chiffre d'affaires. Vraiment très grosse boîte, ils sont bien implantés et justement ils ont une très grosse brand. Et au niveau de la com, je leur disais: «Bah, concrètement, si vous commencez à vous montrer en plus sur la com, à investir, que ce soit un LinkedIn, que le dirigeant commence à communiquer, qu'il y ait de la relation qui commence à se créer par rapport à ça. C'est un industriel qui est un peu dans l'agroalimentaire. Ils peuvent se permettre, même sur YouTube, peut-être de créer une chaîne dans les coulisses de l'agro, et cetera. Je suis persuadé qu'il y a des grandes choses à faire et c'était un peu le discours que j'avais, c'était: «C'est trop dommage, vous avez pas mal de collaborateurs, vous fonctionnez bien, pourquoi ne pas communiquer?» Et la réflexion, c'est de se dire: «Mais justement, la force aujourd'hui de notre activité, c'est d'être le plus silencieux possible, d'avoir nos partenaires historiques avec qui on travaille et vivons bien, vivons cachés». Et ils décident justement de surtout fuir la communication parce que pour eux, c'est ça qui va faire couler leur boîte. Autre point, un promoteur immobilier à Lyon, qu'on avait eu comme client, pareil, on essayait d'investir LinkedIn. Pareil, il fait peut-être 1 million, 2 millions de chiffre d'affaires, il est très connu sur Lyon et il voulait surtout pas être sur LinkedIn parce qu'il dit: «C'est là où les emmerdes vont commencer», finalement. Donc, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce qu'il faut avoir le discours en disant: «OK, j'entends ce que vous me dites, si vous voulez pas le faire, de toute façon, ça sert à rien d'y aller», ou est-ce qu'il faut quand même leur faire comprendre qu'ils ratent une opportunité? Ou est-ce que par défaut, une boîte qui tourne déjà bien comme ça, avec une bonne brand hors réseau, bah, dire: «Bah, c'est OK, on n'y va pas, quoi». Heu, Alors oui, quelque part, tu l'as dit, elle a une bonne brand hors réseau, et ça, c'est déjà chouette parce que du coup, ils ont ces clients historiques, tradis, qui restent, qui sont là, qui sont fidèles, comme on vient de le dire, et donc ça, c'est très, très bien. Hem, En fait, leurs enjeux de communication sont pas les mêmes. La question n'est pas de savoir est-ce qu'ils ont besoin ou pas de communiquer, tout le monde a besoin de communiquer. Par contre, eux, c'est de savoir avec qui ils veulent communiquer et où est-ce qu'ils veulent être vus. Ils veulent pas faire du mass market. Heu, Ce qu'ils sont en train de dire, dans ton exemple, hein, après il y a peut-être des spécificités, c'est donc: «Non, non, nous on consolide avec cette base-là». Donc la communication, elle est avec eux. Donc eux, ils sont davantage dans une logique de rétention et de fidélisation. OK, on a, notre point de départ. On veut faire de la fidélisation et de la rétention. Et ben, à ce moment-là, on va mettre en place des choses pour entretenir ce lien-là. Par quoi ça passe concrètement? Ça va être, sur du basique, non pas du réseau social qui ouvre la communication, mais de la newsletter, fermée à la base de données. Ça va être de l'événementiel, avec, quelque chose d'assez millimétré où tu vas les inviter, tu vas voilà, qui n'empêche pas l'ouverture, de dire: «On vous invite à tel événement, ramenez un plus un» et hop, et tu fais venir comme ça des invités et tu développes, mais sur un petit réseau de confiance où les gens sont bien et tu restes un petit peu discret. C'est tout à fait possible. Tu as juste une audience plus réduite et ça, c'est leur souhait. Eh, je rebondis, c'est intéressant que tu prennes cet exemple pour, montrer qu'en fait la communication, c'est pas forcément les gros spots télé, LinkedIn ou vraiment être présent comme nous on l'entend en mode communication, grand public. Ça peut être vraiment, restreint et une bonne com peut être restreint à juste les personnes avec qui on a envie de discuter, newsletter, tout ça et c'est intéressant du coup que tu fasses ce parallèle, tu montres qu'on peut communiquer de manière, très différente. C'est pas le cliché qu'on a en tête, quoi. Donc par rapport à ce que tu viens de dire, la communication, c'est pas un schéma unique. On fait jamais la même strate, pour 2 clients différents. On n'utilise jamais les mêmes canaux. Le le canal le canal, pardon, est un moyen de communication pour toucher une certaine cible, et on détermine,
en fonction de notre cible, quel canal est le plus adapté. Voilà. Donc tu sais pourquoi tu vas sur LinkedIn. Tu vas pas sur LinkedIn pour être vu absolument. Tu veux communiquer avec des professionnels ou en tout cas des utilisateurs actifs de LinkedIn. Parce qu'il y a ça. Il y a plein de profils LinkedIn qui existent, lesquels sont actifs et vont vraiment interagir et voir tes posts. Par exemple, la télé, tu veux vraiment du mass market. Ça veut dire que là, tu as une cible qui est quand même plutôt élargie, même si tu peux cibler en fonction de la chaîne, de l'heure, du programme, plutôt élargie. Dans ce cas-là, tu as aussi la question de budget, hein. C'est-à-dire qu'un spot télé, il faut se le payer, quoi. Et puis donc il faut voir aussi, bah, voilà, ce que tu veux en faire, tout ce qu'il y a derrière. Par exemple, des exemples de clients, qui eux, leur seule communication, c'est, site web, Facebook, Insta. Que ça. Et ils vivent là-dessus parce qu'on fait des social ads pour eux, d'accord? Ils sont en région PACA, ils font de la rénovation d'escalier, hyper précis, hyper niché. Ils ne vivent que par ça. Et on a un gros canal d'acquisition qui est duplicable demain s'ils veulent ouvrir dans telle ou telle autre région. Ça aussi, c'est une dynamique qu'on rentre. Mais on s'arrête là. Il n'y a pas du tout de LinkedIn parce qu'eux s'adressent à des particuliers. Donc ça ne les intéresse pas d'y aller. Il n'y a pas de relation presse. Il n'y a pas de... Voilà. On est sur cette stratégie-là et on reste là-dessus. Et je ne vais pas dire ils vivent de ça, ce serait faux. Par contre, c'est leur canal d'acquisition principal. Non, mais ça évoque plein de choses parce que, en ressortir par rapport à ça, je me dis, par exemple, vous, toutes les le pool, le nombre d'agences avec lesquelles vous travaillez, qui vous renvoient des leads et cetera, vous pourriez parfaitement, par exemple, sur Lyon, organiser, une soirée du Beaujolais nouveau avec eux. Vous les faites venir, vous les remerciez de vous avoir envoyé finalement sur l'année, tant de personnes. Vous dites à chacun: «Venez avec un +1 qui lui-même a une agence de com» et finalement, ça reste un super axe de communication aujourd'hui et sans spécialement, on s'est vraiment enfermé. C'est vrai qu'après, c'est notre métier aussi, mais moi, je me suis énormément enfermé dans la com. C'est du LinkedIn, c'est du YouTube, c'est du et cetera, parce que c'est ce que je vends aussi naturellement et on oublie ces canaux finalement de communication, physique aussi et la création d'événements autour de tout ça, quoi et je pense qu'il y a un vrai axe à aller chercher en ce sens. Surtout qu'on oublie aussi les goodies, il y a plein d'autres éléments plus physiques, plus tangibles que le focus sur les camions. Mon père qui est paysagiste, le focus sur les camions, le nombre de clients qu'il a comme ça: «Moi j'ai vu votre camion, je vous ai appelé». Enfin, c'est des choses qu'on oublie, mais des fois le physique aussi, ça apporte beaucoup, quoi. Complètement, justement le covering là-dessus, on l'exploite avec mon client en région PACA là, il a un super beau covering sur son camion, ça renvoie une certaine image parce qu'on a travaillé pour qu'il renvoie une certaine image, parce que tu peux faire un truc moche et passer pour l'artisan, tu sais un peu moyen, qui vient avec le pantalon en dessous des fesses, enfin tu vois? Je fais cliché mais pour rigoler. Ou alors tu vas envoyer quelque chose de plus quali, de bien propre et cetera et donc tu te poses ces questions-là. Mais toi LinkedIn, c'est de la preuve par l'exemple. Voilà, tu as pas le choix Oui. d'y aller, mais tu peux élargir et l'événementiel physique, on en parlait avec William d'ailleurs, un apéro qu'on s'est fait il y a pas longtemps. Le physique retrouve ses lettres de noblesse, si j'ose dire, puisqu'on a eu la période covid qui forcément a une mesure d'éloignement et donc on y revient petit à petit. Mais nous, on a de plus en plus de demandes de création d'événements physiques, de présence physique sur tel ou tel événement ou comme je le disais, d'organisation d'événements, parce que ça crée du lien. Donc c'est restreint, tu invites pas tes 15 000 abonnés, enfin ou je te le souhaite, hein, tant mieux si tu les invites et que tu as l'espace et tout, mais tu invites pas tes 15 000 abonnés, mais par contre, voilà, c'est concret, c'est utile. Vous parliez des agences, les agences, tu la rencontres et ça, c'est pas important. Et pour revenir sur ça, finalement, ça me parlait aussi quand même bien les événements physiques. J'en ai pas mal organisé, notamment sur Lyon, où on montait peut-être à 50-60 personnes présentes et cetera et en plus, ce qui est bien, les événements physiques, c'est que ça sert ta brand en ligne derrière parce que ceux qui sont venus en physique, c'est ceux qui vont liker tes posts derrière, qui vont interagir avec tes vidéos et cetera. Donc ça se joue. Par contre, le retour que j'en ai, c'est énergivore aujourd'hui d'organiser ça. À titre perso, quand c'est toi-même qui organise, tu es un peu au four et au moulin. Aujourd'hui, si je veux bosser avec une agence comme toi, ça va demander certainement un budget à organiser. Aujourd'hui, finalement, bosser avec toi, enfin, quand est le bon moment de bosser avec une agence comme la tienne? Est-ce que, un solopreneur qui a l'habitude de tout gérer et cetera, c'est intéressant de se pencher vers toi et d'investir avec une agence comme la tienne? Ou est-ce qu'il n'aurait pas mieux finalement d'aller payer du Google Ads et d'avoir un retour très direct?
Et comment tu te situes par rapport à ça et quel est le budget qu'il faut compter à peu près si on peut avoir une échelle, Mmh. je me rends pas compte? Alors, je vais avoir une réponse différente en fonction de ta réponse là à ma question. Est-ce que tu me parles d'un solopreneur qui veut passer de 0 à 1 ou de 1 à 10? On est sur du 1 à 10 On est clairement. sur du 1 à On 10. est sur un solopreneur, on va dire, qui fait, enfin solopreneur, c'est un grand mot, c'est plutôt quelqu'un qui bosse peut-être avec des freelances ou peut-être il y a un salarié et j'englobe un petit peu ça. Ma situation typiquement, je bosse avec pas mal de freelance, on va dire, en chiffre d'affaires, on est entre 200 et 500 000 € par an. On a quand même une belle boîte aujourd'hui et on veut aller plus loin. Est-ce que c'est intéressant de mettre un billet, encore une fois, à toi de me dire le billet, mais est-ce que c'est intéressant de mettre, 10 000 balles sur la table pour bosser avec une agence de branding? C'est là un peu, Eh ben, j'en reviens toujours à la première chose qui est l'éveil du besoin. Est-ce que ton objectif est clair? Nous, on va toujours préférer, alors on peut des fois quand le brief est pas clair y aller, mais on préfère toujours, une boîte qui vient nous voir en disant: «Ah là, le cahier des charges». Voilà, on le retravaille avec elle, on pose des questions, on affine certains points, mais voilà le cahier des charges, voilà ce qu'on travaille, ce qu'on veut travailler, où on veut aller et cetera et les tenants et les aboutissants du projet, quoi. Parce que, on va être de meilleurs conseils. Quand le projet est pas clair, nous, on va proposer des choses, mais on va comment dire? Il y a pas de cible. Imagine-toi juste avec un fusil ou un arc, d'accord? Tu dois viser quelque part, mais tu vois pas la cible et donc tu vas tirer à un endroit en disant: «J'espère qu'elle est là, la cible». C'est pas possible. Donc le bon moment de travailler avec nous, c'est le moment où tu as identifié un problème. Voilà. Ton problème, alors toi, c'est par exemple, tu disais: «Je suis bloqué, à j'arrondis à 15 000, je suis bloqué à 15 000 abonnés sur LinkedIn». Est-ce que je reviens à ma question, est-ce que ton objectif, c'est d'augmenter, ton audience? Bon, bah, là, on peut travailler des choses ou consolider, fidéliser cette audience-là et là, on travaille d'autres choses, tu vois? Si tu me dis juste: «Je suis bloqué à 15 000», oui, bah, qu'est-ce que tu veux faire derrière? Donc le bon moment, il est là. Nous, évidemment, quand on travaille de la marque, le bon moment, c'est aussi un lancement ou une refonte. Quand tu vois que ton image n'est pas alignée, ton image perçue n'est pas alignée avec ton image souhaitée. D'accord? Celle que tu souhaites, c'est toi, mais perçue, c'est la réalité. On a beaucoup de cas comme ça, où c'est des boîtes qui ont 10, 15 ans, qui sentent un petit essoufflement, qui soit externe, de la part de leurs clients, de l'acquisition, parce qu'ils voient que leurs concurrents se développent, mais interne aussi. La Brands agit sur l'interne et les salariés. On a eu la problématique avec, une grosse boîte d'édition de logiciels pour des industriels. Heu, c'est vraiment une grosse boîte et eux, il y avait aussi cette dynamique interne de recréer du lien entre eux, retrouver quelque chose où voilà, tout le monde un petit peu se refidélise et ils avaient une autre problématique, c'était recréer du lien avec la maison mère. Ils appartenaient à un gros groupe italien. Et donc ça, voilà, il a fallu orchestrer ça. Donc là, la Brands était centrale pour recréer une culture d'entreprise commune et un socle sur lequel ils allaient pouvoir étaler l'ensemble de leurs projets. Encore une fois, il faut bien voir la marque comme le centre d'une entreprise. Voilà, parce qu'elle va faire toute la différence. non, mais je retiens très bien cette question d'objectif, mais ça me parle parce que finalement, au mois de mai dernier, je me suis dit: «Allez, là, je vais créer l'événement à Lyon, je vais faire venir des speakers et cetera, hyper intéressant». J'avais contacté plein de gens qui me demandaient entre 5 000, 10 000, 15 000 € pour venir et cetera. Donc après, bien sûr, tout se négocie. Mais j'étais limite à 2 doigts de passer à l'action sur ça parce que je me suis dit: «J'ai envie de créer un événement incroyable sur Lyon». Et on en avait parlé avec Alexis, je me rappelle, on était aux balades et avec Alexis et William, on était en train de boire un café et je leur dis: «Bah là, il y a 2-3 personnes». J'avais des gars comme, Jo Caris, comme, Alexia Laroche-Joubert et cetera qui étaient prêts à venir, c'était un budget qui était monstrueux. Je voulais louer une péniche à Lyon et ils m'ont dit: «Mais Romain, ouais, c'est génial, tu vas créer un gros événement, mais finalement, ça va te servir à quoi au final? Quel est l'aboutissement de tout ça? Quelle cible tu souhaites toucher?» Et en fait, c'est la réflexion qui m'a fait dire: «Mais ça serait que de l'ego d'organiser un événement comme ça» et il y avait aucun objectif vraiment derrière et j'ai meilleur compte à acheter, 3 bouteilles de Beaujolais, inviter mes clients sur Lyon et c'est peut-être là où j'aurai le plus de retours, quoi. Si tu savais le nombre de fois où on nous contacte et il n'y a pas d'objectif derrière, mais c'est normal et en plus, tu es entrepreneur, tu as cette fibre-là de vouloir avancer, de vouloir faire des choses, de vouloir construire, de vouloir et ça, c'est très, très bien. Mais en communication,
Et en branding, pour être encore plus spécifique, c'est ce qui fait toute la différence. C'est de savoir où on veut aller, c'est la vision et en entrepreneuriat aussi. Bah, c'est vrai que sur l'objectif, je rebondis sur ça, mais c'est vrai que, tu vois, jusqu'à maintenant, on a toujours un peu communiqué sans, enfin, moi, j'ai communiqué en me disant ce qui me passait un peu par la tête, puis on a un peu nos ancrages, on tape un peu sur les agences qui font n'importe quoi ou qui arnaquent leurs clients, donc on a quand même nos discours et on arrive à ressortir et à être «brandé» entre guillemets sur ça, à avoir un positionnement clair. Mais c'est vrai que là, on est en train de retravailler un petit peu notre stratégie de communication avec l'objectif de pouvoir attirer une certaine cible, à savoir, les dirigeants de boîtes un peu plus conséquentes ou les responsables marketing. Et c'est vrai que ça force à revoir tout le tunnel où là où on publiait beaucoup sur LinkedIn, on se dit: «Bah, ce serait peut-être intéressant d'amorcer une newsletter». Justement, on en parlait pour, que ces personnes-là, toutes les semaines, elles nous voient tomber dessus et le jour où le responsable marketing a besoin d'une agence, ils se disent: «Ah bah tiens, je reçois les mails de Convertix toutes les semaines». J'ai déjà vu quelques-unes de leurs vidéos sur YouTube parce qu'ils ont du contenu intéressant. En plus, ils sont sur LinkedIn, je les vois souvent. Et en fait, c'est là où on faisait que du LinkedIn avant et quelques tutos sur YouTube. Je me dis, mais en fait, il y a vraiment toute une strate à faire. Et sans objectif, bah, finalement, on n'aurait jamais conclu que ça serait intéressant de le faire de cette manière. Et pareil, je reviens sur les événements, mais pareil, moi, pour l'ego, ça me ferait kiffer de faire un gros événement à Lyon, plein d'entrepreneurs, des speakers. Mais en fait, aujourd'hui, on a plus intérêt à faire un événement avec tous des partenaires, des apporteurs d'affaires, des agences, bah, comme toi typiquement, vous serez les premiers invités, des personnes qui peuvent nous recommander. Ça sera un petit événement, on sera peut-être une quarantaine, même une trentaine. Mais par contre, la valeur ajoutée, surtout si on invite en plus un +1 qui est également dans le domaine, qui peuvent nous apporter des prospects. Nous, à savoir, ça serait des agences qui font pas des ads et qui pourraient déléguer la partie ads à nous finalement. Et bah, en fait, ça aurait beaucoup plus d'impact que faire le gros événement sur la péniche où tu vas avoir le touriste, le solopreneur que finalement tu auras pas de business à faire avec lui. Donc c'est vrai que sans le fait de poser cet objectif, bah, en fait, tu peux faire n'importe quoi et aller complètement dans tous les sens, quoi. Et en parlant de gros événements, on avait participé l'année dernière à la Paris Creator Week, bah, Paris naturellement, et il y avait Hugo Décrypte justement qui parlait et il disait au niveau de sa brand, lui une des problématiques, c'est qu'il a énormément corrélé son image perso à sa brand globale, à sa chaîne. En plus, la chaîne s'appelle clairement Hugo. Aujourd'hui, comment en sortir à partir du moment où on en est là? Comment se détacher de plus en plus de ça? Parce que lui, il faisait vraiment ressentir quand même un épuisement. Enfin, moi, je sais pas si tu avais suivi sa conf, mais il disait: «C'est maintenant, j'essaye d'en sortir de plus en plus». Ça fait chaque jour, ça fait depuis peut-être 10 ans, chaque jour, il fait une vidéo. Au bout d'un moment, tu as envie aussi de prendre le large et comment décorréler un instant T? Et moi, ça peut m'arriver aussi de temps en temps où j'ai un peu cet épuisement de me dire: «Ma boîte tourne énormément sur mon image perso» et j'ai envie de décorréler tout ça. Est-ce qu'il faut le faire et si oui, comment, quoi? Alors, c'est assez intéressant, cette partie-là parce que c'est un petit peu ce que je voulais aussi te dire par rapport à tes objectifs. Enfin, à ta strate de communication, celle de Convertix. Heu, Déjà sur Hugo, moi je serais pas étonné que dans les allez, je vois large pour la jouer sécure, mais dans les 5 ans, il y a un rebranding et qu'il donne un nom à son média. Parce qu'effectivement, il y a un moment, tu peux avoir la volonté de te détacher réellement, ou tu peux très bien continuer, hein, je veux dire c'est pas incompatible. Hem, je vois quand même au-delà de l'épuisement et cetera, tous les freins de lier ta marque à toi. C'est 2 choses différentes. Une marque, c'est une personne morale, comme une entreprise juridiquement, je veux dire. Elle existe. Nous, on essaie toujours de personnifier une marque, d'accord? D'imaginer si c'était un être vivant, une personne réelle, si elle était en face de nous, qui elle serait, comment elle se comporterait et cetera. On va jusque-là, hein, donc c'est théorique, parfois philosophique, hein, avec, certains de nos clients, mais on va jusque-là. Et ça qui nous permet, bah, voilà, de détacher et d'avoir cette entité-là, indépendante de nous, qui nous permet d'être en retrait et qui reste ici. Donc je reprends juste rapidement Convertix. La première des questions, dans tout ça, je pense, si tu retravailles ça, c'est pose-toi la question: «Qui est Convertix?» Comme ça, pas «Qu'est-ce que c'est?» Qui est Convertix? Et là, tu vas essayer de réfléchir à effectivement ce que tu vas envoyer, l'image que tu veux, créer autour de ta marque, indépendante de toi ou de William. Et je vais te dire la même chose. Mmh. Et en reprenant Hugo, parce que on va dire, là, c'est une autre audience, une autre,
visibilité, ce qui va faire la différence, c'est la différence entre audience et communauté. Tu vois? C'est quand il va changer, il y a des gens qui vont être attachés à la qualité du contenu qu'il propose, la manière dont il aborde tel ou tel, sujet et cetera, heu, donc ils vont rester. Mais tu as la communauté qui est restée pour Hugo, qui elle va être détachée, tu vois? Il y a effectivement ce risque-là. Il faut comprendre les mécanismes d'attache avec ton audience et ta communauté et ou ta cible, pour être encore plus large. Et donc une fois que tu as compris ces mécanismes d'attache-là, que tu les as identifiés, et ben, il y a quand même cette idée, de choix et de risque. Pourquoi il y a beaucoup d'entreprises qui disent: «Oh la brand, ah nin nin, machin» et qui le mettent de côté? Ou pourquoi est-ce qu'on voit aussi beaucoup de communication et de branding, je détache toujours les 2, hein, très lisses ou qui se ressemblent? Tu sais, les marques avec le nom écrit en typo un peu art nouveau, très à la mode sur les 3 dernières années. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne se concentre pas sur elle-même. Se concentrer sur soi-même et aller chercher la singularité, ça c'est tout le cœur de notre travail, c'est prendre un risque aussi, faut le reconnaître. C'est sortir un petit peu du chemin prédéfini ou d'une trace déj d'une pardon, d'un chemin déjà tracé par une autre marque ou un concurrent et aller chercher d'autres choses. Donc là-dessus, le lien, il va correspondre encore une fois au chemin que tu as envie de tracer et là où tu vas aller. Si tu veux te détacher de ça, bon, bah, mets en place des choses qui vont te permettre de détacher, ton image. Est-ce que les gens viennent pour toi, Romain, ou pour ce que tu proposes ou ce que tu dégages ou la vision que tu défends? Tu pourras détacher le jour où les gens, ils suivront ta vision et pas toi, pas Romain Cessillon, tu vois? Mmh. Et parce qu'à ce moment-là, tu pourras dire: «Bah, voilà, la marque, elle vous emmènera au même endroit, elle a la même vision. OK, je continue à suivre», tu vois? Et toi, tu te reposes un petit peu sur le côté. J'image beaucoup, hein, mes propos, mais parce que c'est très théorique, donc ça permet de le faire. Mais c'est ça, la question, c'est où est-ce que tu emmènes les gens? Non, mais c'est toujours la côté aussi, facilité de dire: «Bah, aujourd'hui ma brand fonctionne donc j'ai» c'est la peur de l'inconnu un peu de s'engager avec, d'autres choses dans ce sens-là et c'est comme tout faire soi-même et au bout d'un moment se dire: «Bah, à partir de quel moment je commence à déléguer?» et on peut peut-être partir sur ce sujet-là un petit peu, toi je sais que tu avais quelques questions en ce sens? Ouais, bah, je rebondis juste sur ce que tu disais. C'est vrai que nous, Convertix, on essaie vraiment de positionner comme l'agence qui te fournit des vrais résultats en ads et qui est juste là pour te vendre des slides ou te faire des clics ou des impressions et tu crames ton budget pour rien. On essaie vraiment de se positionner en mode notre ennemi, c'est un peu les soi-disant experts ou les arnaqueurs des ads et on se positionne vraiment en tant que un peu, on va en croisade en fait contre cet ennemi. Donc c'est vrai que nous, on a beaucoup ce positionnement, on a un ennemi on lui tape dessus clairement et c'est ce qu'on essaie de plus en plus de faire aujourd'hui et de se détacher un peu de ce côté, bah, juste Alexis et William, 2 freelances qui sont associés pour créer Convertix. Donc mais c'est bien, c'est en train de me créer encore plus de clarté. Et Tu du l'as coup, ta vision. ouais, sur, tu vois, tu as parlé de vision, je me suis tout de suite dit: «Mais c'est bon, nous on l'a, il faut juste qu'on accentue un peu plus sur ça». Bah, tu parlais justement de chemin tracé, donc c'est, transition parfaite du coup pour, bah, parler de ton chemin que tu es en train de tracer pour toi aussi avec ton agence. Tu me disais que tu avais recruté du coup ton premier CDI, donc c'est bien, on est un peu tous dans cette même situation. Comment ça s'est passé, ce recrutement, les difficultés, est-ce que tu as eu des difficultés notamment? Raconte-moi. Ouais. Alors effectivement, il y a eu le recrutement du CDI qui a été une étape importante, qui permettait de nous structurer. Ça, c'est quelque chose que je voulais et renforcer, encore une fois la qualité de notre travail sur long terme. Donc Anaïs, qui est notre directrice artistique, heu, au moment où j'ai recruté, ça a été vraiment, hem, la volonté de dire: «On partage la même vision, on bosse très, très bien ensemble et elle va elle va me permettre de développer l'agence». Voilà. En plus d'avoir un très bon accompagnement pour nos clients, enfin, le projet qu'on fait là, on a un protocole en 3 étapes, sur les 10 derniers projets, on s'est arrêté à l'étape 2 parce qu'en fait, le client adhérait à l'étape 2 alors qu'il avait une troisième, une V3, si vous voulez dans notre process. Donc ça veut dire que voilà, ça marche très, très bien, on est hyper content de ça et ça, c'est chouette. Mais ce que je cherche effectivement à tracer, c'est ça, c'est solidifier notre expertise. Hem et 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 donc
dans ce développement-là, il y a, je vous parlais tout à l'heure de The Bill Please qui va nous permettre de compléter l'offre. On a Anthony et Paul qui nous rejoint en septembre pour compléter également notre offre, mais qui gardent leur spécialité, donc SEO, et leur marque, leurs canaux, et cetera, pour le moment, mais on est ensemble dans l'agence. Donc au-delà de la définition juridique, on forme une agence, mais avec une bête à 2 têtes, hein, en gros, pour voilà, cumuler les forces, cumuler les synergies entre nous et aller développer ça. Parce qu'à terme, moi, je veux faire grossir l'agence. Voilà, c'est l'objectif. Mais j'ai une vision entrepreneuriale qui est quand même, une vision où le risque, je parlais du risque tout à l'heure sur la brand, mais le risque, je le mesure toujours et je dirais pas, j'en prends pas trop, mais je joue assez safe. Voilà, ça, c'est ma vision. On peut entendre dans beaucoup, notamment de podcasts entrepreneuriaux: «Je prends un gros risque, je mise tout, all in». Je ferai pas ça. Ouais, c'est là où la différence un peu, vous, avec William, quand vous avez recruté votre premier CDI, vous vous êtes dit: «Soit ça fonctionne, soit concrètement, ça sera pas pour nous, de poursuivre cette boîte-là». Là où toi, de ton côté, tu es un peu plus dans la dynamique de ta boîte dans 20 ans, tu veux qu'elle existe encore et c'est un peu cette logique-là. Toi, tu te vois vraiment bosser dans cette entreprise même encore pendant longtemps Mmh. ou à défaut que ça ait de la valeur et que tu puisses soit la revendre, soit et cetera, avoir un actif, quoi? C'est ça, mais je veux quelque chose de solide. Ça, pour moi, c'est ma vision. Je veux pas, empocher beaucoup en 3 ans et me barrer. Je veux construire un projet, une entreprise. L'idéal, hein, là, je parle d'un point de vue plus perso, c'est de transmettre mon entreprise. D'ailleurs, idéalement, mes enfants, s'ils en veulent, quand j'en aurai. Mais ça, ce serait le graal pour moi. Je construis quelque chose que je lègue, que je transmets, voilà, je vais pas créer une dynastie, mais il y a cette idée d'héritage qui est importante pour moi d'un point de vue personnel. Donc je veux que ce soit du long terme et on est sur un marché qui dépend, donc les agences de communication, qui dépend du marché. Le macro impacte directement notre business. Je prends un exemple très concret. Toutes les dernières élections des 2 dernières années, aux périodes d'élection précisément, le business s'est arrêté. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais alors il y a rien qui signait. Alors ça pouvait un petit peu approcher, il y avait un petit peu d'acquisition, mais ça ne signait pas. Tout le monde était en attente et ça envoyait nous, on envoyait chez nos clients, on envoyait voilà. Mais nous en particulier et on a, au fil des crises, qui sont succédées là, notamment le covid pour des boîtes plus installées, nous on s'est lancé à peu près dans ces eaux-là donc ça ne nous concernait pas à ce moment-là. Heu heu heu, des boîtes qui se sont développées sur différentes manières, des agences, hein, je précise, heu, en recrutant beaucoup. Alors pour recruter beaucoup, il y a une réalité, hein, c'est où tu as un chiffre d'affaires énorme pour recruter d'un coup beaucoup. Où tu prends des alternants, des stagiaires. Les alternants, c'était encore plus intéressant, d'ailleurs, il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Ils réduisent les aides et cetera. Mais ils n'avaient pas de base solide. Bah, il suffit de regarder autour de nous, le nombre d'agences qui qui vivotent quand certaines ne plongent pas malheureusement et franchement, on ne peut pas se réjouir d'un projet entrepreneurial qui se pète la gueule, même si c'est un concurrent. Heu, voilà, c'est dommage et donc ça, moi, je veux absolument pas le faire. Puisque je veux léguer, on doit être solide, on doit tenir dans le temps. Donc on fait les choses petit à petit, intelligemment et on prend uniquement des risques modérés. Beaucoup, peut-être vous me contrediriez, hein, mais voilà, ça, c'est ma vision. C'est le chemin que j'ai envie de tracer. Mais je partage clairement ta vision et vous, toi, ta vision, Bah, c'est nous différente nous sur la vision, on a, enfin, j'espère aussi que Convertix, l'idée est pas de cracher la boîte dans 3 ans du coup, pour faire le parallèle. Mais c'est vrai que toi, il y a ce côté où, si on faisait pas grossir la boîte, notamment avec des collaborateurs, il y avait pas d'intérêt de s'associer. En restant freelance, ça aurait été, beaucoup plus simple et plus facile. Et là, il y aurait pas eu de valeur ajoutée, dans Convertix si, justement, on faisait pas grossir la boîte plutôt vite. Après aujourd'hui, on a quand même cette volonté de pérenniser la structure parce que, bah, il y a aussi des personnes qui comptent sur nous aussi, quand tu as des collaborateurs, tu as des responsabilités, mine de rien, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Et
Et c'est là où aujourd'hui on cherche justement avec cette stratégie de communication, à aller chercher des contrats qui sont plus compliqués à signer, avec des processus de signature plus longs, hein, typiquement des plus grosses boîtes, mais par contre qui peuvent durer beaucoup plus dans le temps, avec des accompagnements sur 6 mois, 1 an, même voire plusieurs années. Là où quand on s'est lancé, mais moi quand j'étais en freelance, on ciblait beaucoup plus des petites boîtes, des artisans, des solopreneurs qui à tout moment te plantent, qui payent pas leurs factures ou qui payent mal leurs factures ou en retard. Et tu peux pas miser sur ces gens-là pour, construire une boîte pérenne. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, on a envie d'aller chercher une cible un peu plus complexe à avoir. Tout le monde veut cette cible-là, tout le monde veut aller chercher les grosses boîtes, mais par contre, tu sais que c'est ce qui permet de t'assurer la pérennité de la boîte. Donc je suis quand même aligné sur ça, plus sur la raison, le pourquoi on l'a fait avec William qui est différente. Du coup, bah, pour continuer un petit peu sur la lancée un peu tu as parlé de la vision, hein, ce côté un peu dynastie, transmission à terme. C'est quoi un peu les objectifs, chiffrés sur, je sais pas, 1 an, 2026 par exemple? Ou même dans 5 ans? Est-ce que tu as déjà pu, les poser sur la table? C'est quoi un petit peu les ambitions, court terme? Alors, effectivement, juste pour reprendre un tout petit bout parce que tu as tout à fait raison, hem, y aller avec un risque modéré ne veut pas dire ne pas avancer parce qu'il faut ça par contre c'est nécessaire d'accélérer, d'avancer. Voilà, il faut développer et nous chaque année, on cherche à faire un résultat supérieur, je veux dire, pardon, avoir une croissance. Donc tu cherches de la croissance et ensuite, les objectifs, on va en parler justement, ne sont pas moi j'ai eu des clients par exemple beaucoup de start-up et d'ailleurs la vision dont on parle là d'accélérer vite, d'avoir vraiment, de scale up mais, sur 3 ans, boum, j'ai triplé et cetera. C'est une vision qui est très start-up, très actuelle si j'ose dire, mais qui n'a pas prouvé, parce que c'est une vision qui a allez 10-15 ans max, qui n'a pas prouvé sa solidité sur le long terme puisqu'elle n'a pas le temps encore, elle n'a pas encore eu le temps. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est les boîtes qui durent, allez 15-20-30 ans. Là, je me dis d'un point de vue entrepreneurial, c'est costaud. Voilà, c'est une levée de fonds où tu as 3 ans, tu as triplé en 3 ans, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe dans les 15 prochaines années, quoi? Et là, on a une autre dynamique. Je m'inscris plus là-dedans. Donc ensuite, sur nos objectifs, bon, là, vous l'aurez compris, notre objectif, c'est pas de doubler. Alors, tant mieux si on double, hein, tant mieux si on double, mais ça va apporter une instabilité. Donc moi, mon objectif 2026, ça va être de recruter une nouvelle personne. Le poste d'ailleurs est à déterminer, hein, parce que, le poste doit répondre à un besoin et être un investissement rentable. C'est assez compliqué. Je vais être très concret. Du développement web, par exemple, on réfléchit à prendre un dev, mais le problème, c'est quelle est la rentabilité du dev? Le besoin, il est là, on a du taf à lui donner, mais quelle est sa rentabilité réelle? C'est une question que je me pose encore, tu vois? Notamment, là, je parle d'un CDI, parce que on le sait, hein, en France, voilà, un CDI, c'est 2 fois plus cher que son salaire pour l'employeur, donc il y a ces questions-là à intervenir. D'un point de vue chiffre, on va assurer une croissance de 50. C'est ce qu'on fait déjà depuis 3 ans, et donc c'est continuer à avancer ça. Donc là, on irait sur, ce serait pas un chiffre exact, mais pour vous donner un ordre d'idée, sur du 300 000, année 2026, c'est l'objectif. Heu, voilà. Après, je sais plus quels objectifs tu m'as demandé, Horizon 5 ans et même un horizon après, sur 5 ans, je me fixe très peu, tu vois? Moi, je t'ai donné un chiffre 300 000, mais il est clairement à la louche. C'est-à-dire que j'ai pas de business model, de business plan, pardon, merci. Oui, parce que le business model, je suis obligé de l'avoir. J'ai pas de business plan. J'ai toujours été incapable d'en faire un concret. Je peux en faire à la louche, hein, si j'ai envie, un objectif plutôt rationnel par rapport à ce que je fais, plutôt ambitieux, plutôt c'est possible, mais moi ça me drive pas parce que c'est pas concret. Moi, j'ai besoin de concret. Donc ce qui est concret, ça va plutôt être aller chercher tel profil de client, tel contrat, une moyenne. Moi, je suis par contre la moyenne des devis que j'envoie, la moyenne des montants, tu vois? On était sur une moyenne à un objectif de moyenne à 8 000 cette année, de devis et on est à 9 500. OK, ça m'intéresse, on touche la cible qu'on a envie de toucher et puis ça, on va l'augmenter. Tu vois, si je regarde un petit peu par rapport à ce qu'on va faire, on va être plutôt sur une moyenne, je vais augmenter la moyenne autour des 12 000, 12-15 000, tu vois? Et d'aller chercher ça. Nous, on fait moins de volume que vous, hein, pour
pour revenir aussi à ça, moins de récurrence. Forcément, une marque, une fois que tu as fait la refonte, alors il y a le social media qui assure un petit peu de récurrence, comme on l'a dit, mais voilà, ou même du site web, tu as un petit peu de récurrence s'il y a de la maintenance, il y a des choses, mais c'est pas ça qui te fait tourner la boîte, quoi. Donc ces projets-là, il y a plus de one shot quand même. Donc voilà, c'est d'autres problématiques et les campagnes et tout ça qui sont aussi, ciblées dans le temps. Donc voilà, c'est un petit peu plus ce type d'objectif-là. Ça va être le recrutement, les profils de clients, les devis moyens qui vont avoir une réponse derrière sur un chiffre d'affaires théorique autour de ça. Mais tu vois, là, par exemple, cette année, on est 50 au-dessus de l'objectif de base. Bon, bah, tant mieux. Ouais, c'est ça qui est satisfaisant de vraiment suivre et ça. Mais j'avoue que je suis un mauvais élève là-dessus, hein. Ouais, mais on est là, bah, ça, on pourra rebondir là-dessus. Mais c'est vrai que, tu vois, sur les moyennes, ça, moi, ça me parle bien, parce qu'on a commencé, l'activité, on était à une moyenne de chiffre d'affaires, récurrent facturé par client. On était autour de 500 € facturés en moyenne par client. Et en fait, là, aujourd'hui, on est plus autour de 800, ouais, on est autour de 800. Et on a vu la croissance sur le facturé par client, ce qui montre on va vers cet objectif d'aller chercher des plus gros clients. Heu, Paradoxalement, c'est vrai qu'on a en moyenne 10 clients de moins que début d'année, alors que notre, chiffre d'affaires alors il est en croissance, il est un peu on a eu une stagnation quand même avec l'été. Et il y a la situation actuelle, bah, on rebondira peut-être dessus, on sent qu'actuellement, bon, les budgets sont un peu fermés et coupés. On est moins sur, une croissance exponentielle qu'on en a eu en début d'année ou même l'année dernière. Mais paradoxalement, on n'a pas fait de décroissance malgré le fait qu'on a perdu des clients, grâce justement à cette moyenne qui a augmenté. Donc le fait vraiment de piloter ça, ça te permet de comprendre pourquoi, tu en es là au niveau de ton chiffre d'affaires, ton résultat également, que Ouais et puis vous, il y a la problématique aussi de l'engagement qui est hyper importante parce que, 800 € c'est bien, mais s'il reste 2 mois sur l'année, 1 600 ça représente rien, tu vois? Alors tu as eu l'onboarding, tu as eu le suivi et cetera. on a eu ces genres de problématiques où des clients, on passe énormément de temps, alors on facturait pas jusqu'à maintenant le setup, enfin la partie lancement. On le lissait en fait sur l'abonnement à condition qu'il y ait un abonnement suffisamment long. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des clients du jour au lendemain, ils arrêtent malgré qu'ils sont tenus par un contrat. Et tu sais très bien que bon, tu vas pas t'engager sur des poursuites, personne veut pas, elle veut pas. Mais du coup, maintenant, on a mis des clauses comme quoi si tu respectes pas ton engagement, on te facturera le setup. Heu, enfin, on est en train d'affiner, au fur et à mesure, de toute façon, nos propositions en fonction de justement de ces problématiques bah, forcément, le récurrent, oui, c'est bien si tu as une moyenne de 800, mais si tu factures juste un mois, ça c'est pas ça sert pas à grand chose, quoi. Tu as même le sujet d'un autre podcast, c'est la notion de juridique dans le 1 à 10 qui intervient. Moi, j'ai découverte, correcte, on va dire. J'ai eu des expériences où, bah, voilà, OK, putain, on va retravailler tous nos contrats, quoi. Parce que de 0 à 10, c'est une structure, ça devient sérieux. On n'est plus en phase de lancement, nous, du tout. On est en phase de structuration et de développement. Bah, ça veut dire que le game est plus sérieux, quoi, concrètement. Et donc là-dessus, heu, il y a aussi un axe, bon, c'est l'objet d'un autre podcast, on va pas y revenir, mais il y a un axe à creuser là-dessus aussi dans les conseils à donner de ce point de vue-là, quoi. Et finalement, on a parlé un petit peu de la covid, par exemple, ou la covid et même les élections qui peuvent un petit peu, changer le business. Hem, la com, on le sait, c'est la première chose qu'on coupe quand ça va pas. Comment tu vois la pérennité finalement de la com et comment tu arrives à construire une boîte où quoi qu'il se passe, tu te protèges un petit peu par rapport à ça? Ou est-ce que tu encore, est-ce que tu te cherches encore sur ça? Parce que finalement, oui, si on se retape un bon covid à un moment donné, je me dis que la com, bah, ça va être, sur la vague, ça va être ça qui va sauter en premier, quoi. Donc comment tu le travailles? Moi, je défendrais déjà toujours l'idée que, la première chose à travailler quand tu te retrouves dans cette crise-là, c'est la com, paradoxalement. Pas pas seulement parce que c'est mon métier, mais parce que c'est une réalité. Tu vas perdre du business, d'accord? Qu'importe l'entreprise, hein. Tu vas perdre du business à ce moment-là parce que, hem, tes clients, bah, voilà, vont être aussi plus frileux, vont faire attention à leur budget, tout ça. Ça va impacter vraiment tout le monde, on n'est pas les seuls concernés. Par contre, il va falloir maintenir un lien avec eux parce que quand ça va relancer, il va falloir que tu sois toujours là. Il y a une évidence. Donc travailler ça comme c'est hyper important. Parce que travailler ça comme c'est aussi travailler son marketing, hein, c'est lié. On disait tout à l'heure, le challenge un petit peu différencier les 2, ça reste très lié. Donc c'est aussi maintenir
quelque part des canaux d'acquisition. Par exemple, moi, je ne couperai pas mon budget SEO. Continuera à le travailler parce que ça va être mon canal d'acquisition, même si je vais avoir moins de demandes à ce moment-là, je vais en avoir besoin. Donc, je l'applique moi-même dans ma boîte et de communiquer sur les réseaux pour maintenir du lien. Forcément, pendant le Covid, cette idée de maintien du lien a été hyper importante. Et d'ailleurs, beaucoup ont innové. Il y a eu des trucs super chouettes. Je pense à Burger King avec les recettes pour refaire le Whopper à la maison. Excellent, quoi. Donc voilà. Après, moi, d'un point de vue entrepreneurial, de me dire comment est-ce que je me protège de ça, je me protège en défendant ce discours-là. Mais très concrètement, demain, si tout le monde arrête et coupe les budgets, je suis foutu. Voilà, c'est comme ça. Mais comme un artisan qui fait, mon client, il fait de la rénovation d'escalier, demain, il y a une grosse crise financière, mais la rénovation d'escalier, il en a conscience, hein. C'est quelque chose de plutôt esthétique, plus que vital. Voilà, il va se prendre un truc sur la gueule qui va faire mal, quoi. Ça, c'est la réalité. Donc après, moi, ma vision entrepreneuriale je l'applique pas encore, hein. Moi, je suis vraiment dans le développement de l'agence et ça me prend tout mon temps. Mais à terme, moi, j'ai envie d'ouvrir d'autres projets et je réfléchis déjà à d'autres projets pour élargir un petit peu le spectre et puis à réfléchir aussi à des structures qui me permettent de le faire. En France, tu as pas beaucoup de structures qui permettent de le faire. Donc ça se passera peut-être pas forcément en France, mais de se dire: «OK, comment est-ce que j'élargis?» Ça veut pas dire rouvrir une autre agence, mais ça veut dire, il y a évidemment la question de l'IMO, ça c'est une chose assez, basique, un peu plus perso. Mais d'un point de vue, pro, qu'est-ce que je peux développer d'autre avec la ressource temps qui sera forcément divisée parce qu'il y aura toujours l'agence, en tout cas pour les 10 années à venir. Oui, et en capitalisant sur ce que tu connais au niveau de la brand et cetera, parce que vous, c'est pareil. Par exemple, la logique de diversifier en lançant, par exemple, un e-commerce, ben, limite, l'e-commerce que vous lancez peut faire bosser l'agence ads que vous avez et c'est ça aussi le but au final. Vous en êtes où justement de cette idée, potentiellement diversifier? On est sur la phase idéation, pour l'instant, c'est vrai que il y a ce sujet en effet de diversifier et tu vois la rénovation d'escalier, peut-être qu'il aurait intérêt à se concentrer, développer un pan de son activité plus sur la pas la le dépannage, en plombier ou en électricité où là, tu sais que tu auras toujours besoin et c'est vrai que c'est ce qu'on cherche à se faire aussi parce que mine de rien les budgets ads là on l'a vu quand même sur cette phase un peu compliquée en ce moment où on a beaucoup plus de boîtes qui nous disent: «Bah, là, c'est clairement on attend 2026 et le budget s'est coupé» et on se dit: «Bah, on a des compétences qui permettent de vendre, faire du résultat, du chiffre d'affaires, bah, autant les utiliser pour quelque chose qui en a besoin» et c'est vrai que dans un e-commerce, sans les ads, tu fais pas grand-chose, et c'est pour ça, pour nous, c'est le meilleur moyen de diversifier. Puis ça permet aussi d'investir de la trésorerie et cetera. On est plus sur des logiques d'investissement, comme tu disais, avec l'IMO, ça permet aussi de faire bosser ton capital. Donc ouais, je pense qu'il y a un vrai sujet, diversification. Je sais pas toi, ce que ça pourrait être aussi, hein, imagine demain, l'État coupe tous les fonds OPCO, il y a plus de formation financée, qu'est-ce que tu fais finalement? Bah, il y aura toujours des formations obligatoires. Tu te mets sur des formations CACES, tu te mets sur des formations sécurité, des formations comme ça. Ça, c'est là où je trouve l'avantage d'un organisme de formation, en tout cas, après, encore une fois, j'ai le nez dedans, mais je me dis: «Il y aura toujours besoin de formation». Il y aura toujours un besoin, des formations, je sais pas, même des formations d'étudiants. Il y aura toujours des étudiants. Au pire des cas, tu diversifies en créant un CFA, avec de l'alternance, des choses comme ça. Et pour moi, c'est un domaine où il y aura quand même, toujours quelque chose derrière. Au pire des cas, tu te spécialises là où il y a du CPF, par exemple. Même si le CPF n'existe plus, il y aura selon moi toujours quelque chose. Donc c'est pour ça que moi, j'ai plutôt la vision de plutôt diversifier les types de formations que je propose, plus que de diversifier l'activité en tant que telle. Et j'avais une question pour toi. Au niveau du recrutement, tu as recruté une directrice artistique. Toi, de base, tu as la compétence, vraiment, opérationnelle et commerciale, ce qui fait l'ADN d'un entrepreneur. Pourquoi être plus parti sur, une directrice artistique qu'un business développeur qui va aller te chercher du business? Comment tu as construit ta logique? Le Déléguer le business développement, c'est super compliqué. C'est super compliqué parce que quand bien même on en revient à l'idée d'incarner ou pas sa marque, tu personne n'incarnera mieux que toi. Il y a un moment, il faut j'imagine, je pense qu'il va falloir trancher, mais je vois encore en discutant avec, des mecs qui ont des grosses agences, voilà, quand il y a une grosse presse, ils sont là. Voilà, ils délèguent pas ça parce que c'est eux qui incarnent le mieux. Donc c'est très compliqué de se détacher de ça et puis, je connaissais mes limites. Moi, j'ai un regard, j'étais capable de faire la créa, hein, mais
je suis beaucoup plus sur la stratégie. Voilà, moi, c'est plus ça qui m'anime. Donc il fallait quelqu'un qui me complète aussi, qui soit meilleur que moi. Ça, je pense que c'est hyper important. Tu peux pas le faire quand tu prends des alternants, enfin, ou alors franchement, tu es pas très fort, enfin, dans ton domaine, mais il faut chercher à recruter quand c'est des CDI, des gens meilleurs que toi dans ce domaine. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu et que j'ai ensuite cherché à appliquer, auquel j'ai réfléchi et je crois que je le maintiens. Je crois que c'est un cap que je vais maintenir. C'est de me dire, quand je vais là-dessus et donc le moment où je vais prendre, un BizDev, je chercherai un mec où je suis à côté de lui en présentation et je parais tout petit. Ce sera ma boîte, il vendra ma boîte et cetera, mais voilà, ça, ce sera un indicateur de, alors c'est très idéaliste, hein, cette vision, mais ce sera un indicateur de OK, lui, il sait mieux faire que moi, il va mieux vendre que moi, on va aller plus loin. Voilà. Sinon, je parlais du développeur web, bah, voilà, genre un mec qui, voilà, qui sache faire des choses que je ne saurais pas faire ou qui va aller beaucoup plus vite ou autre et ben, là, il va me permettre tout de suite, rien qu'en étant là, d'aller plus loin et ensuite, il y a d'autres critères de recrutement sur le savoir-être et cetera qui entrent en jeu, mais ça, c'est le point principal, quoi, d'un point de vue entrepreneurial. Non, mais je le vois, hein, sur le côté bizdev, c'est ultra compliqué. J'ai essayé d'externaliser, moi, sur ces derniers mois, le côté, business développement. Mais c'est très dur d'avoir quelqu'un externalisé et pas dans le cœur de ta boîte, c'est très compliqué pour comprendre l'ADN, pour comprendre le discours et cetera. Et c'est là où j'en viens de plus en plus à avoir une ressource interne que tu vas former, qui va prendre le temps de comprendre. Bien sûr, va coûter plus cher parce qu'un bizdev en CDI, ça coûte certainement plus cher que parfois, des postes de communication. Mais c'est là où il y a une vraie valeur ajoutée et ça valorise la boîte aussi, quoi. La rentabilité, on en parlait, le bizdev, tu peux tout de suite la calculer. Une directrice artistique, la rentabilité, c'est un peu plus compliqué, quoi. Très clair. Bon, moi, je pense qu'on va pouvoir, conclure, j'aurais aimé discuter encore Ah bah, sur il y avait tellement de points. Et juste sur la partie délégué de business dev, je pense que tu peux déjà distinguer le setting du closing, donc les personnes qui vont aller te chercher les prospects et la personne qui va aller closer, les convertir. Et c'est vrai que nous, on avait commencé déjà un peu cette partie-là en prenant quelqu'un en prestataire pour dégainer la partie cold calling, qui va passer en fait des appels, ou le premier contact en mode est-ce que vous êtes intéressé au moins d'en discuter? Il enchaînait les appels 100 par jour. Et après, il nous posait les rendez-vous dans notre agenda et c'était à nous de creuser le sujet. Si c'était pertinent, go sur encore un autre rendez-vous, donc un R2 ou un R3 en fonction de si tu prends en compte, le call caller comme un R1 et R1 rendez-vous, hein, du coup, je précise et si c'est pas bon, hop, tu next et c'est vrai qu'au moins déjà commencer à déléguer cette partie est déjà une première étape, mais c'est vrai comme vous, moi je pense que c'est quand même très compliqué de déléguer vraiment cette partie, closing derrière parce que, il y a pas meilleur que toi pour vendre ce que tu proposes, hein, finalement. Et très rapidement, ça donnait quoi, du coup, les stats de ça, de quelqu'un qui vous a seté des rendez-vous, Alors on a eu quelques prises de contact intéressantes, 2 propals à envoyer, mais c'est quand même globalement moins quali que ce qu'on va chercher directement en call mailing ou, ce qu'on nous apporte en recommandation. Sachant que la recommandation aujourd'hui, c'est plus de 50 de nos clients. OK. Donc, d'où l'intérêt de bosser la partie un peu plus, inbound du coup, d'aller faire de la com pour nous valoriser la marque, attirer des potentiels apporteurs d'affaires, faire des événements et cetera et cetera. On en revient, hein, on tourne un peu en rond, mais on en revient à cette conclusion, ça reste plus intéressant. Très clair. Et ben écoute, on va pouvoir, conclure ce podcast. Merci beaucoup Thomas. Et du coup, merci Thomas d'avoir participé à cet épisode. C'était un plaisir du coup de te recevoir et d'avoir ton retour d'expérience, sur ton parcours entrepreneurial. Merci à vous 2 en tout cas pour l'invitation, c'était super. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, sur la vidéo, puis également à commenter, nous faire part de vos retours ou même si vous avez des questions, n'hésitez pas, on répondra à tous vos commentaires. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à suivre également Thomas sur ses réseaux, on vous mettra tout ça en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche si vous voulez être au courant des prochains épisodes et puis, on vous laisse, aujourd'hui, sur cet épisode. Merci à vous. C'était Décroche ton téléphone, le podcast des entrepreneurs en croissance. À la prochaine.